ont pris des risques. D'autres ont été emprisonnés. Juan Branco a fait Rebus. On nous a même dit qu'il a fait le paquetage. Et je me souviens qu'à l'époque, lorsqu'il avait été arrêté pour un délit farfelu de recel de malfaiteurs, Juan a refusé de porter des chaussures. Pour vous dire que c'est un révolutionnaire. Lorsque le juge l'entendait, il ne voulait pas piper mot. Il avait pour seul mot cette phrase « Seule la lutte libère ». Et la lutte, effectivement, a libéré le Sénégal. Et aujourd'hui, la lutte a libéré le Sénégal, grâce également à la bénédiction de tous ces gens-là qui ont fait la prison. Je veux parler de Djamil Sané, du maire également de Kermassar, le grand-maire Bilal Diatta, de Fala Fleur, de Fatima Lasson-Colès, Fatima Lasson-Colès que j'aperçois, tous les détenus, toutes les détenus politiques qui ont contribué à libérer ce pays d'un tyran. Donc nous n'avons en face de ces gens-là pas du tout de mérite. Parce que nous n'avons pas fait la prison. Beaucoup d'entre nous ont vu leur chiffre d'affaires chuter de façon drastique. Mais il s'agissait de sauver un pays. Et Dieu sait qu'on n'avait rien demandé. Et Dieu sait qu'on ne demandera rien du tout. Nous l'avons fait pour le Sénégal, nous l'avons fait pour la patrie. Parce que nous sommes des patriotes. Nous aimons Ousmane Sonko et nous aimons également le projet. C'est la raison pour laquelle nous avons donné corps et âme pour défendre ce projet-là, jusqu'à ce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye soit élu président et nous souhaitons un heureux mandat. Vous savez, Ousmane Sonko est un grand stratège. Et il me plaît souvent à le rappeler en toute discrétion, et je vais trahir ce secret aujourd'hui, même les requêtes qu'on faisait étaient co-rédigées par nous et lui-même. Parce que c'est un juriste, doctorant en droit. Il faisait lui-même les requêtes et nous les corrigions. Donc c'était un travail collectif entre nous et lui. Et c'est ce travail collectif qui a été produit et qui a sauvé le Sénégal. Donc Ousmane Sonko est pour nous une vraie référence. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Maître Fraichiba est parmi nous. Je voulais dire que c'est l'histoire qui se répète, parce qu'il y a un an, Juan Branco nous a fait une surprise en conférence de presse. Et il a été alpagué et conduit à Rebus. J'espère qu'aujourd'hui, Maître Fraichiba ne le sera pas. Parce que lui aussi nous a fait une belle surprise et c'est comme ça, l'histoire se répète. À un moment donné, je me disais que nous étions tous devenus fous. Vous imaginez que Juan Branco a été arrêté simplement parce qu'il a séjourné au Sénégal, alors qu'il ne faisait même pas l'objet d'une interdiction de séjour. Il y a des choses que je tairai. Avec ces choses-là, je serai peut-être dans la tombe, je ne les dirai jamais. Mais Juan Branco n'était frappé d'aucune forme d'interdiction lorsqu'il était dans le sol sénégalais. Il a fallu que des gens fassent des actes pour l'arrêter, disant qu'il est interdit de séjour du territoire, en territoire sénégalais, alors que ce n'était pas vrai. Mais bon, tout ça a participé quand même au changement. Les Sénégalais se sont rendus compte qu'il y a une injustice qu'ils ne pouvaient plus supporter. Et cette injustice-là a été mise en exergue par le travail quand même des avocats. Ils ont montré la face hideuse du régime. L'injustice qui frappait ce Sénégal-là et la main injuste qui frappait. Ce sont les avocats également qui se sont battus pour ça. Donc félicitations à ces avocats-là valeureux dont j'ai parlé tout à l'heure.
Maintenant, il y a eu une révolution. Pour venir au thème, Marcel Prélot et Boulouis, pour les constitutionnalistes, disaient que la révolution ne nuit pas seulement au système qu'elle remplace, elle rend vulnérable celle qu'elle instaure en montrant que les gouvernants sont mortels. Et c'est pour quand même avertir nos dirigeants qu'une révolution n'est jamais acquise. Il faut continuer le travail de terrain. Et je l'ai dit la dernière fois, lorsque je suis descendu dans les égouts de la Corniche Ouest pour travailler avec les Patriot Riders, en leur disant que c'est à nous de changer le pays. On n'attend rien du tout. Nous sommes une jeunesse engagée et nous voulons changer ce pays. L'État peut nous accompagner, certes, mais c'est à nous de prendre l'initiative de changer le pays. Le président Kennedy disait dans son discours à Berlin qu'un vrai patriote, ce n'est pas celui qui dit que j'attends telle chose de l'État. Il dit qu'est-ce que moi je peux apporter à ma patrie. Et je pense que demain fera jour et le Sénégal va se développer, Inch'Allah, sous ce rythme-là que je vois. Je disais tout à l'heure que nous étions devenus fous. On voyait à cette époque-là des gens arrêtés sans fait, c'est-à-dire qu'on vous arrête dans votre chambre et on vous cherchait après des faits, on vous collait des faits. On était dans le summum de l'injustice et de la violence d'État. On n'a jamais connu ce niveau de dictature. Et pour permettre d'huiler tout ça, pour permettre de calibrer tout ça, il a fallu faire appel à des lois senghoriennes. Parce que Senghor, après la crise de décembre 1962, a eu peur, je pense. Et il a instauré un régime présidentialiste pour faire une osmose entre le droit et la politique. C'est-à-dire pour confondre le droit et la politique. Il voulait faire du droit quelque chose qui soit au service de sa politique. C'est la politique de répression de l'opposition. C'est ce que Macky Sall a refait après. Je pense qu'il s'est beaucoup inspiré de Senghor. Senghor a créé des lois liberticides qui empêchaient l'exercice des libertés. Parmi ces lois liberticides, il y a eu l'article 139 du Code de procédure pénale qui dit que lorsque quelqu'un est arrêté pour des infractions politiques, ce qu'on appelle les infractions politiques en droit pénal, c'est-à-dire les infractions figurant aux articles 55 à 100 du Code pénal et 255 du Code pénal, 47 articles, lorsque le parquet demande le mandat de dépôt, le juge est lié. Ces infractions-là qu'on retrouvait l'article 80 du Code pénal, c'est dans ces infractions qu'on retrouvait les attentats, les complots, les manifestations non autorisées. Toutes ces formes d'arrestation-là sont liées à ça. Que ce soit Fala, que ce soit Fatima, que ce soit elle, tout le monde, elles ont été arrêtées sur la base des articles 56 à 100 et 255. 45 articles, je disais, 56 à 100 et 255 du Code pénal. Diffusion de fausses nouvelles. Et il y en a parmi ces infractions des infractions fourre-tout. Par exemple, l'article 80 dit que des autres manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, des autres manœuvres, point. Il n'y a aucun contenu à ces articles-là, sinon que ça laisse au pouvoir une liberté d'appréciation pour arrêter les opposants. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure les lois liberticides. 56 à 100, et l'article 139 du Code de procédure pénale dit, sous l'ancien régime, disait, sur réquisition du ministère public pour ces infractions du procureur, le juge d'instruction est obligé de placer la personne sous mandat de dépôt. Sur réquisition du ministère public, le juge d'instruction est tenu de placer la personne sous mandat de dépôt. Ça, c'était sous le Code d'instruction criminelle. Il y a eu une évolution après. On a dit sous l'empire de la loi de 1963
Sur réquisition spéciale du ministère public, le juge d'instruction place sous mandat de dépôt. C'est des variations de forme qui ne signifient rien du tout. Après, en 1999, on a instauré le terme dûment motivé. Sur réquisition dûment motivée, on obligeait le procureur à motiver son réquisitoire pour obtenir un mandat de dépôt. Mais sous le régime de Macky Sall, ça n'a pas changé. À chaque fois que le parquet prend un réquisitoire, le juge placé sous mandat de dépôt. Et je ne vais pas évoquer les cabinets d'instruction que vous connaissez. Automatiquement, c'est le placement sous mandat de dépôt. Avec des retours de parquet incessants, 7 jours, 8 jours. Ceux qui ont fait le commissariat central savent que le retour de parquet est plus douloureux même que la prison. Et c'est comme ça que ces gens-là ont gouverné ce pays-là, d'une main de fer. Et parallèlement, il y a des jeunes qui se sont levés comme un bouclier pour défendre la démocratie. Je disais que ces lois sont d'inspiration senghorienne. Parce qu'avec la crise de 1962, peut-être qu'il a pris peur, je ne sais pas, c'est des questions sur lesquelles je ne me prononcerai point. Il a été décidé de rendre les lois plus dures et moins précises pour pouvoir élargir le champ de répression, c'est-à-dire capter plus de gens et les mettre en prison. C'est ce qu'on appelle un élargissement du champ de répression. Or, Beccaria disait, c'est le droit pénal classique, que les lois pénales doivent être précises et la loi pénale ne peut pas s'accommoder de la jurisprudence. La jurisprudence, c'est l'interprétation donnée au juge. On dit souvent que la loi pénale doit être stricte. L'interprétation de la loi pénale est restrictive, elle n'est pas large. Comme c'est le cas en droit administratif, vous le savez, l'autorité administrative, il a ce qu'on appelle parfois un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d'apprécier les choses selon son bon vouloir, ou en tout cas avec largesse, alors que le juge pénal ne peut pas. Les lois pénales sont de façon stricte interprétées. Donc, ça c'est de la politique au cœur du droit. On retrouve donc la politique au cœur de notre arsenal de répression, c'est-à-dire du code pénal. C'est pourquoi je pense que Fala ou les autres qui étaient aux assises nationales, je pense qu'ils ont proposé la suppression peut-être de l'article 139 du code de procédure pénale qui a permis toutes ces arrestations-là par la seule volonté du prince. Le prince ici c'est le procureur, le ministère public avec ensuite le garde des Sceaux et enfin le président de la République qui directement a le contact du procureur et lui dit arrête-moi telle personne sur la base de l'article 139. Et si le procureur requiert sur la base de l'article 139, le juge est obligé de placer la personne en détention. Et si cette personne demande une mise en liberté provisoire et le parquet dit que le parquet dise non, cette demande est irrecevable. Elle n'est même pas examinée par le juge. Donc on est dans la politique au cœur du droit. Et quelqu'un le disait, lorsque la politique entre dans le prétoire, par la porte, le droit sort par la fenêtre. Et c'est comme ça qu'on a assisté à une politique de répression pendant toutes ces années-là. Cette politique de répression a permis à un régime de se pérenniser et de faire, entre guillemets, peur, parce que ce régime a cherché à faire peur en utilisant les lois, des lois liberticides. C'est la raison pour laquelle, pour moi, pour finir, le droit ne peut s'accommoder de la politique. La politique ne peut pas s'accommoder également du droit. Parce que quand la politique entre dans le prétoire, le droit en sort. C'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas dans une démarche académique. Je ne suis pas dans l'académie, je suis dans la démarche de précision. C'est pourquoi je critique parfois mes amis théoriciens du droit ou professeurs ou étudiants. Parfois, on est trop dans l'académique, en oubliant certaines choses qui relèvent de la pratique. Moi, lorsque je venais dans mes premières années de barre, en 2002-2003, je pensais que ce que j'ai appris à l'université pouvait me servir. Je vous le dis, je suis désolé de vous le dire, mais ça ne m'a pas servi à grand-chose. Il a fallu approfondir mes connaissances.
être dans le prétoire, répondre à l'argumentaire du procureur en matière pénale, en matière civile, répondre à l'argumentaire de l'avocat pour être dans le sillage du droit. Parce que moi, j'ai estimé après que je n'étais pas dans le droit, j'étais hors du droit. Donc c'est la pratique qui, aidant, peut vous permettre de vous accommoder de beaucoup de choses. Et donc pour finir, moi je suis dans la précision et je suis dans la conclusion qui veut que le droit ne peut pas s'accommoder de la politique. Lorsqu'on veut changer un pays, on doit être dans les principes. On ne doit pas rechercher des gens à phagocyter en utilisant des textes. Même si ça peut être relativisé quelque part, c'est la présence du chef de l'État au Conseil supérieur de l'État. Mais cette présence n'est pas politique. Elle est dans l'organigramme, elle est dans la normalité. Si la présence était politique et que le chef de l'État puisse avoir la possibilité, selon son bon vouloir ou parce qu'il veut, influer sur la justice de nommer à des postes là, on ne serait pas d'accord. Mais c'est aussi pour éviter le gouvernement des juges. Il ne faut pas laisser les juges seuls décider en Conseil supérieur de la magistrature. Lorsque Montesquieu parlait de la séparation des pouvoirs, il ne voulait pas parler d'une séparation parfaite, il voulait aussi parler d'une collaboration mutuelle des pouvoirs. Mais que le président de la République sorte du Conseil supérieur de la magistrature, pour moi, c'est une grosse erreur. Il faut qu'il reste, mais qu'il ne politise pas le Conseil supérieur de la magistrature. Et là, on l'attend du président Diomaye Faye, c'est un technocrate. Il est dans les rails. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Je sais que c'est quelqu'un qui ne peut pas dérailler. Le Premier ministre Ousmane Sonko, n'en parlons pas. Pour moi, il est plus que dans les principes. La fois dernière, il nous taquinait en nous disant que ces gens-là font de la politique à l'ancienne, en taquinant nos amis de l'autre côté. Mais ils ne savent pas que moi, ce que je fais, je ne fais pas de la politique à l'ancienne. Donc, ils disaient qu'ils perdent leur temps, parce qu'on n'est pas dans le même niveau. On n'est pas sur les mêmes zones. Donc, j'exprime une grande satisfaction à parler devant vous. C'est un exposé d'avocat, ce n'est pas un exposé académique, avec l'introduction, les développements et les conclusions. Moi, je raisonne à bâton rompu. J'ai dit ce que j'ai pensé, ce que j'ai vécu pendant cette période-là en tant qu'avocat, une période dure pour le pays. Et heureusement, alhamdoulilah, on est sorti de cela. Donc, je dis merci à tous. Et je finirai par une anecdote. Lorsque Juan Branco s'est présenté à la conférence de presse, il y a nos amis de l'autre côté qui disaient « Oh, ce petit plan-là, hein? Il se moque, et puis les Bamba Cissé, c'est décomplexé. » J'ai dit que ces gens n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que nous sommes tous d'égale dignité dans le pool d'avocats. On est devenus une famille et des frères. Pour qui connaît un avocat, nous n'avons de complexe vis-à-vis de personne. Et ça, Dieu le sait. Tout le monde le sait. Donc, de ce point de vue-là, c'est important de le préciser. Juan a fait beaucoup pour la lutte patriotique. Juan a beaucoup apporté au combat. Et certains ont pu penser à un certain moment donné que la plainte de la CPI était juste pour les dérouter. C'est du béton. C'est très sérieux. Et cette plainte est en cours. Je le laisserai peut-être en parler. Moi, je ne suis pas spécialiste en droit international pénal ou en droit pénal international parce qu'il y a une nuance. Je le laisserai s'exprimer sur ça. Mais on a eu un pool d'avocats qui était extraordinaire, qui était formidable. Et à partir de notre nid, nous avons suivi les autres également évoluer. Nous avons suivi la souffrance des autres, la souffrance de ceux qui ont fait la détention. Et nous vous disons encore une fois, Massa. Et vraiment, Dieu a fait que les choses ont changé. Et nous disons Alhamdulillah au bon Dieu.
Merci encore à tout le monde. Ça a été un plaisir de m'exprimer devant vous. Donc je passe la parole au modérateur, à la modératrice. Merci beaucoup. Merci, Maître Bamba Cissé. Quand la connaissance, l'engagement désintéressé et l'expérience et la pratique, le vécu aussi, se rencontrent chez une personne, ça ne peut donner que ça. Et moi aussi, j'ai ma petite histoire, hein, quand j'étais en retour de parquet à la cave du tribunal. Je pense bien que c'était le 6 juin, hein, aujourd'hui même. J'étais avec Fala Fleur et les autres. Vous m'avez vu, vous m'avez appelé, vous m'avez dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais bien habillée, très correcte. Et apparemment, j'ai une face d'innocente. Donc, même les policiers me demandaient, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Bon, je vous ai répondu, moi, je marchais tranquillement. Hein, et on a vu mon bracelet et ma carte de conseil municipal. Et le commissaire s'est dit, bah, j'ai pêché un gros poisson. Malheureusement, il n'a rien découvert. Mais c'est quand même une fierté. J'ai gagné une sœur comme Fala Fleur. Et j'ai fait d'excellentes rencontres. On prend ça positivement. Avant d'introduire le second conférencier, laissez-moi juste apprécier à leur juste valeur les présences de M. Papso, maire de Sangalkam, que je vous demande d'applaudir, et Maître Khourey Chiba, membre du pôle d'avocats, qui a fait un travail extraordinaire. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, je m'en vais introduire le second conférencier, la star, pour le taquiner. Donc, je vais faire une brève présentation de Maître Juan Branco. Maître Branco, normalien, diplômé de sciences politiques et docteur en droit. Après avoir travaillé auprès du procureur de la Cour pénale internationale et du ministre des Affaires étrangères français, il intègre l'équipe juridique de Wikileaks et Julian Assange, dont il assure la coordination sous la direction de Balthazar Garçon. Avocat au barreau de Paris, auteur de plusieurs ouvrages en droit international et sur les droits d'auteur, Senior Research Fellow au Max Planck Institute de droit international, Full Faculty, à l'université de Yale, chercheur invité aux universités de la Sapienza à Rome et à la Yale Law School. Il a par ailleurs été chargé d'enseignement à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne en droit international. À l'instar de Maître Bamba Cissé, Maître Branco a également occupé en 2023 et début 2024 l'actualité sénégalaise pour ses prises de position en faveur du peuple sénégalais qui luttait contre la répression et les injustices. L'exemple le plus simple est le dossier constitué par ses soins en synergie avec la population sénégalaise et déposé à la Cour pénale internationale. Un dossier qui a fait grincer des dents et, il faut le dire, qui a fait reculer le tyran. Maître Branco, merci pour cela. Vous avez la parole. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont ici présentes, qui ont joué un rôle très important dans la lutte que nous avons menée cette dernière année en ce qui me concerne et ces dernières années en ce qui les concerne. Je reviendrai sur leur rôle spécifique à chacun au fur et à mesure de la conférence. Je voudrais peut-être commencer par vous dire que je ne viens pas à vous apaiser comme je l'espérais, car nous avons eu droit, il y a quelques heures à peine, à l'expression la plus directe et spectaculaire de la subsistance de l'ennemi. Une subsistance bravache, pitoyable, crépusculaire, une subsistance néanmoins. L'être qui, un an durant, a privé les étudiants de la plus prestigieuse université du continent, sur instruction politique, de leur accès à leur campus, a pu décider aujourd'hui encore de l'interdiction de cette conférence et de cette prise de parole. Il était minuit passé lorsque cet être, habitué à vivre couché, faisant un immense effort, se levait, non pour rendre service,
mais pour nous rappeler ceci, qu'ils n'avaient non seulement pas encore été évacués dans les litières de l'histoire, mais qu'ils détenaient, jouissaient et se montraient décidés à faire usage du pouvoir d'interdire, censurer, éteindre la parole et le savoir. Cela m'a inspiré cette pensée évidente, une révolution n'est jamais finie, et il ne faudrait pas que celle-ci manque de commencer. 60 enfants et adultes sont morts d'un cri rauque qui réclamait souveraineté, et il m'apparaît essentiel de commencer cette prise de parole par une pensée à leur égard et l'affirmation d'une certitude à l'égard de leurs proches, ils ne seront pas oubliés. À Dakar, au parquet, au cabinet d'instruction numéro 2, à l'UCAD, les mêmes corps, les mêmes âmes qui ont permis la commission des crimes qui ont amené à la mort de ces personnes demeurent. Les mêmes visages qui, pour certains, se tairent, tremblent, ont honte, mais pour d'autres, rient et sourient devant les caméras. Je pense à un ancien ministre de l'Intérieur. Censure, je pense à un recteur d'université. Et menace. Je viens en un pays où ceux qui m'ont fait kidnapper à 300 km de la frontière sénégalaise, en plein cœur de la Mauritanie, ont formellement encore entre leurs mains le pouvoir de me faire arrêter, enfermer, expulser. J'ai été à mon arrivée soumis à un contrôle approfondi de mon identité. J'étais venu un homme simple, sans privilèges, sans invitation des autorités, mais par 2 personnes qui avaient connu les géoles et qui sont pour moi des héros de l'humanité, dans le but de voir et de partager. Je n'ai demandé volontairement aucun passe-droit. J'ai pris mon siège au fond de l'avion, j'ai avancé sans rien réclamer, sans rien demander, et ce que j'ai vu, des permanences du pouvoir et des menaces qu'il continue à faire porter sur le peuple, m'a effrayé. Lorsque l'on est sans protection, sans robe, à égalité, avec les personnes qui n'ont pas de privilèges, qui n'ont pas eu la chance d'être protégées, l'on voit l'importance de démanteler ces structures de pouvoir et d'être sans tolérance à l'égard d'un quelconque excès, d'une quelconque violence qui n'aurait pas été réprimée. En ce pays que je considère aujourd'hui mien, ceux qui ont obéi n'ont pas été encore sanctionnés, et celui qui a ordonné que la mort se répande pour des violences politiques a été en mesure de quitter le territoire en jet privé et de jouir aujourd'hui encore de son impunité. Comment est-ce qu'il a pu payer ce jet privé, cet homme, dont les soldes sont pourtant publics et connus depuis près de 40 ans, et ne permettraient pas théoriquement de financer 1 heure de voyage dans cet appareil? Et qui est chargé aujourd'hui de rechercher quels sont les fonds qui l'ont financé? Je suis venu, chers amis, à égalité avec des confrères qui, comme moi, se sont sacrifiés pour une cause, tandis qu'en face, on payait jusqu'à 100 000 € l'audience des Français, des sorciers blancs, pour venir légitimer la répression et la violence qui s'abattait sur un peuple. Et j'ai vu des confrères accepter cet argent, accepter de servir de faire-valoir pour légitimer la mort, l'emprisonnement, la détention de citoyens innocents. Je suis venu à égalité de telle façon que, lorsque, amené à Nouakchott, j'ai été confié au service de renseignement de la Mauritanie, alors que l'on m'avait assuré que l'on m'amenait vers l'aéroport pour que je puisse rentrer en Europe. Après avoir réussi à échapper aux polices et gendarmeries de ces pays pendant 4 jours, avec l'aide de personnes glorieuses qui sont aujourd'hui à mes côtés et qui ont pris tous les risques pour me protéger. Après avoir pris une barque pendant 25 heures pour traverser l'Atlantique, pour sortir de ce pays sans nuire à mon client, sans par exemple en traversant la frontière malienne, de sorte que l'on aurait pu inventer un prétexte que je voyais déjà venir, consistant à dire que peut-être que tout cela était une opération d'influence de l'étranger, financée par les Russes et d'autres. On a bien vu comment le pouvoir précédent cherchait à instrumentaliser ces questions.
prête à prendre le risque de la noyade pour m'assurer qu'à aucun moment, Ousmane Sonko souffrirait de notre démarche d'une façon ou d'une autre et pourrait faire l'objet de théories complotistes. Lorsque, réussissant cette démarche, après être rentré, comme me l'a rappelé mon confrère Bamba Cissé, légalement sur le territoire, sans faire l'objet d'aucune mesure qui ne me l'interdisait, et avoir participé à ses côtés, à celui de mon confrère Cheikh Khoureyshiba, qui, comme l'a rappelé Bamba, est celui qui a permis ma rencontre avec le peuple sénégalais. Après avoir donc dénoncé le procureur de la République, qui est encore aujourd'hui en poste, après lui avoir dit « Nous n'aurons pas peur, nous n'avons pas peur », nous avions réussi théoriquement à rompre cet encerclement et à avoir envoyé le signal dont le pays à ce moment avait besoin et dont mon client avait besoin. Car il est évident que si je suis venu au Sénégal à ce moment-là, alors que le procureur, justement, avait annoncé l'existence d'un mandat d'arrêt international, c'était d'une part parce que M. Sonko m'avait désigné lors de son placement en garde à vue pour une histoire funeste de téléphone portable qui s'était transformé en accusation de terrorisme. Rappelons-nous quand même du ridicule dans lequel ces autorités politiques avaient sombré. Et c'était évidemment par devoir, par le devoir que la robe m'imposait, c'est-à-dire de ne pas le laisser seul, alors que rien ne le justifiait. Et quand donc, séquestré par ces services de renseignement, qui m'ont mis une cagoule, qui, sans me présenter un avocat, à une autorité consulaire, à un juge, m'ont menotté et amené depuis la capitale, Nouakchott, contrairement à ce qui a été dit, en toute illégalité, jusqu'à la ville de Rosso, puis placé sur un bateau qui est accosté de l'autre côté de la rivière, près de Vaches, parce qu'ils avaient peur que l'on me voie, parce qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient était illégal, et qu'ils ont dû me traîner dans la boue du rivage pour m'amener dans des pick-up banalisés, entourés de mitraillettes, puis transférés à nouveau dans un autre convoi, avant qu'enfin, à Saint-Louis, on me convie à la BIP et que je sois transféré à Dakar. Le droit, qui ne faisait pas qu'instrumentaliser le droit, qui avait décidé de jouer avec les formes, de mentir, puisqu'il dirait qu'il m'avait arrêté en traversant la frontière. Je peux vous dire, car les pêcheurs avec qui j'étais sont dans cette salle, et c'est, je pense, la chose la plus émouvante qui puisse m'arriver aujourd'hui. J'aimerais les saluer. Ces pêcheurs m'ont vu au moment où nous avons traversé la frontière maritime. Et ils me l'ont avoué qu'à la fin, sachant parfaitement qui j'étais, de prendre ce risque, de partir pendant la nuit, longeant les côtes sénégalaises, passant à côté de l'île de Gorée, puis remontant jusqu'au fin fond de la Mauritanie, et ne s'arrêtant que parce que, après un échange de regards un peu inquiet, voyant que l'eau commençait à monter dans la barque, on s'est dit, bon, il y a une sorte de belle construction bleue là dans le désert, peut-être qu'il est temps que l'on s'arrête à 100 km de Nouakchott, mais qui était prêt à continuer, et qui serait allé jusqu'au bout et qui aurait pris tous les risques nécessaires pour... et qui donc, après ces 25 heures, nous ont amenés dans cet endroit-là, le savent. On était très loin de cette frontière maritime. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont cherché à mentir? Pourquoi est-ce qu'ils ont tenté de mentir? Parce qu'ils ont cherché à maquiller la réalité, parce qu'ils ont cherché à la rendre légale et à rendre notre geste illégal. Et donc, à partir de là, à tirer du droit une légitimité, non seulement pour me faire enfermer, mais une légitimité politique qui leur permette de perdurer. Or, ce qu'ils avaient fait, et c'est ce qui permettrait ma libération quelques jours plus tard, à savoir arrêter un avocat parce qu'il avait défendu son client, était inconcevable et inacceptable. Et le faire accuser à son tour de terrorisme, d'association de malfaiteurs et ainsi de suite, et lui faire encourir la perpétuité, dans le seul but, non de l'effrayer lui, non de m'effrayer moi, mais de vous effrayer vous, et de vous montrer que ce pouvoir tiendrait contre une quelconque offensive, était quelque chose d'inacceptable et qui ne saurait être toléré. Et la mobilisation extraordinaire qu'il y a eu, y compris des Gilets jaunes en France, y compris des Gilets jaunes, pour vous dire à quel point votre lutte a trouvé des échos
loin des palais, loin des pouvoirs. Cette mobilisation a permis de me sauver, et quelques mois plus tard, de sauver tous ceux qui étaient alors encore enfermés. Lorsque je suis rentré à Rebeuss, j'ai décidé de le faire pieds nus, comme cela a été raconté, pour une raison très simple. Je considérais que j'étais face à des violeurs, des gens qui ne méritaient nul respect et qui n'avaient aucun droit sur moi. Et donc j'ai refusé d'avoir aucun lien à leur égard, de me dégager entièrement de leur part. Ce n'était pas un geste calculé. De la même façon que cesser de boire et de manger pendant ces 3 jours s'imposait. Le fait de ne pas leur parler, si ce n'est pour dire cette phrase qui était rappelée, « Seule la lutte libère », n'était pas un choix. C'était une obligation, une évidence. Et quand je me suis retrouvé dans cette cellule, sur ce lit que Jamil Sané prendrait à ma sortie, dans un chassé-croisé extraordinaire, alors qu'il m'avait accueilli à Dakar, après qu'on se soit croisé dans la cave, souriant de se retrouver au même moment sans pouvoir se parler, évidemment, pour ne pas mettre en difficulté ceux qui nous avaient aidés. Après avoir réussi à sortir de toutes ces opérations de déstabilisation grâce au courage, j'allais dire à l'inconscience d'Alpha Bokarso, qui pendant ces 4 jours m'a protégé avec les siens, avec Ndianilo, avec le lutteur Dolé qui est là, Elvin Dolé. Avec Asrouma et Ngaloum aussi. Vraiment, ce courage qui leur a coûté cher, qui leur a coûté la liberté, était fondamental. Ce n'était pas un caprice, ce déplacement. Il ne s'est pas levé. Ce n'était pas un caprice parce que, évidemment, ce que l'on cherchait à faire, c'était rompre, ce qu'on a toujours cherché à faire, c'était rompre l'impression d'impunité et de toute puissance qui habitait alors ce pouvoir. On avait déjà réussi quelques semaines avant, collectivement, à faire reculer le président de la République, Macky Sall, mais qui du coup n'était pas prêt pour une autre défaite. Il pensait, en renonçant à ce 3e mandat, en début juillet, d'avoir fait ce qu'il avait à faire, et qu'à partir de là, il avait la liberté de faire ce qu'il voulait faire, y compris donc arrêter Ousmane Sonko. Et il nous appartenait de lui montrer que les premières limites qui avaient été fixées, à travers notamment notre communication au bureau du procureur de la Cour pénale internationale, concernant la commission de crimes contre l'humanité au Sénégal, qui, rappelez-le, avait été rendue publique le jour d'une visite de Macky Sall à Paris, qui était censée consacrer la normalité de ses comportements, consacrer l'utilisation de tirs à balles réelles contre la population, consacrer son inscription dans l'ordre international. Cette communication, évidemment, avait permis d'empêcher cette normalisation et l'avait isolée et mis de côté avec un impact extraordinaire auquel il ne s'attendait absolument pas. Il appartient aujourd'hui au Sénégal de décider quelle sera la voie qu'il souhaitera suivre en ce qui concerne cette question fondamentale de l'impunité et de la justice rendue aux 60 martyrs, aux milliers de blessés et d'emprisonnés qui auraient pu autrement voir leur sacrifice demeurer en vain. Il y a plusieurs options. Celle de la réparation, qui a été annoncée par le président de la République, m'apparaît minimale, nécessaire, mais minimale. Il apparaît essentiel de procéder, comme l'a annoncé le Premier ministre, lors de cette journée dont parlait mon confrère Bamba Cissé, d'opérer une purge, et une purge massive, qui évite des événements comme celui que l'on a connu aujourd'hui. Il n'est pas acceptable que des personnes qui ont commis, au détriment du droit, des actes à l'encontre de citoyens sénégalais, demeurent dans des positions de privilège, demeurent dans des positions de pouvoir dans ce pays. Nous le devons, à mon sens, aux nombreuses personnes qui se sont sacrifiées pour cette cause et qui ne se satisfont pas simplement de ce changement de pouvoir, mais qui nécessitent qu'il y ait un engagement réel pour changer les structures de ce pouvoir et éviter que ces violences ne se reproduisent. Alors, le Sénégal a le choix. Il a le choix de la justice internationale et de la Cour pénale internationale, ce chemin que nous avons ouvert, qui est parfaitement factible, et que le Sénégal pourrait renforcer en saisissant de lui-même la Cour pour qu'elle se saisisse à son tour de cette question. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que les Sénégalais souhaitent mettre leur destin
entre les mains d'une institution internationale dont on sait à quel point elle est sous influence et à quel point elle a été fécondée pour servir un projet qui n'est pas un projet souverainiste, qui n'est pas un projet sénégalais et qui n'est pas un projet africain. Il est tout à fait possible au Sénégal de créer une cour spéciale ou des mécanismes spéciaux qui permettent de juger et de sanctionner les personnes qui ont commis ces méfaits. Il lui est parfaitement possible et probablement préférable de se saisir d'elle-même de cette question de la justice et de s'occuper d'elle-même de ceux qui ont souillé ces institutions et sa démocratie. Pour cela, il faudra du courage. Du courage car il s'agit d'adopter des dispositions légales et peut-être constitutionnelles qui soient en rupture avec ce à quoi les hommes politiques sont habitués, à savoir négocier, transiger et se protéger. Je viens d'un pays, la France, qui sombre entre des mains oligarchiques et dont l'effondrement est en train de peser sur ses anciens partenaires et alliés, y compris le Sénégal. Aujourd'hui, la France est prédatrice et lourdement détestée dans de nombreux pays parce qu'elle manque de ressources pour elle-même et elle va donc les chercher à l'extérieur, tirer des profits pour essayer de se régénérer et de continuer à alimenter ses classes dominantes au détriment des peuples où elle agit. Il y a longtemps qu'au Sénégal, des grandes entreprises françaises ne sont pas venues, non pas pour investir, pour apporter des capitaux, pour permettre à ce pays de se développer, mais simplement pour capter des ressources et continuer à maintenir ses états d'asservissement. Cette situation, les Sénégalais en souffrent autant que le peuple français. Et il est fondamental que vous soyez conscients du fait que la même main qui a frappé les Sénégalais pour maintenir ce régime clientéliste, qui était le régime de Macky Sall, est celui qui frappe, est celle qui frappe le peuple français, que ce soit lors des mobilisations des Gilets jaunes, de manifestations contre la retraite, ou plus récemment sur les questions palestiniennes, c'est cette même main avariée, putride, qui cherche à dévorer les dernières cellules saines qui existent dans ce pays pour s'assurer que les ressources restent concentrées entre quelques mains au détriment du reste du peuple, soumis, exploité et pillé. Ce sont les mêmes oligarques qui agissent ici et là-bas et qui ont tout fait pour s'assurer que Macky Sall puisse continuer, soit directement, soit à travers son candidat, à agir. N'oubliez jamais comment M. Ba fut reçu par la France après les événements de juin 2023, avec les honneurs par le Premier ministre, pour l'introniser comme le candidat de ce pays, ici, au Sénégal. N'oubliez jamais que la France, le gouvernement français, n'a jamais dit un mot, comme l'a rappelé Ousmane Sonko, pour condamner les violences qui étaient commises contre le peuple sénégalais. Le gouvernement français d'aujourd'hui était prêt à tout pour assurer la continuité qui lui préserve son influence sur ce territoire, y compris, comme on l'a vu avec l'affaire Karim Wade en janvier, intervenir et violer son propre droit pour essayer de favoriser des candidatures au détriment d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Et donc à partir de là, l'idée que le droit serait autre chose qu'un instrument du politique me semble difficile à concevoir. Celui qui est en adversité à l'égard du pouvoir, et vous l'êtes encore aujourd'hui, parce que si vous avez réussi à faire libérer Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, vous restez dans un système dominé par ceux qui, hier, vous réprimaient et aujourd'hui continuent encore de vous exploiter. Et ce système-là, sénégalais, reste inséré dans un système beaucoup plus large d'asservissement et d'exploitation, contre lequel il faudra encore des années pour achever cette troisième phase de décolonisation qui s'annonce non seulement au Sénégal, mais dans de nombreux pays d'Afrique et plus généralement du Sud global. Et si je suis à vos côtés, c'est parce qu'en France, je me bats aux côtés des mêmes damnés de la terre qui souffrent comme vous de ce même système d'exploitation et qui sont utilisés comme des pions par ces mêmes personnes pour continuer à assurer leur prospérité contre toute évidence. Et cette solidarité-là, fondamentale entre peuples, ne sera jamais instrumentalisable par ceux qui, à un moment ou un autre, prétendront que Ousmane, comme ils l'ont fait, que Ousmane Sonko était un anti-français, qu'il était là pour s'attaquer à des gens, à des individus. Non, non, non.
Ousmane Sonko est venu pour rendre sa souveraineté au peuple sénégalais et a aujourd'hui une responsabilité majeure au regard des sacrifices qui ont été faits pour le protéger, à l'engagement extraordinaire qu'ont eu les confrères et le peuple sénégalais pour s'assurer que cette mission soit menée à bien. Et il va avoir besoin de l'engagement de chacun face à la trahison qui partout affleure et qui à tout moment cherchera à le déstabiliser et à éviter la concrétisation de ce projet. Et donc à partir de là, la position qui est la mienne ici, qui est celle d'un serviteur. Moi qui ai eu la chance unique, à un moment donné, de porter la parole d'un homme qui incarnait la volonté d'un peuple et qui pour cela était réprimé, enfermé, mais aussi sali. Et n'oublions jamais que peut-être le plus grave qu'a connu ce pays n'a pas été tant la détention et l'emprisonnement de ses principaux représentants politiques, de la mutilation et des violences commises à l'égard de simples citoyens comme Pape Abdoulaye Touré, c'est peut-être la salissure que l'on aura tenté d'infliger à cet homme pour des raisons politiques. Je n'oublierai jamais, et je tiens à ce que ce soit su par tous, et ces mots vont vous heurter, mais il faut que vous les entendiez. Lorsque, plaidant devant la Cour de justice de la CEDEAO, sur invitation de l'un de mes confrères, craintif déjà d'une institution à laquelle je n'avais nulle confiance, j'ai entendu le juge ivoirien, M. Ouattara, commencer à parler du sperme frais retrouvé sur le corps d'Adji Sarr. Lorsque je l'ai entendu dire ces mots et tenter de dégrader de la sorte un homme qui était déjà emprisonné, qui avait réussi à établir son innocence, y compris devant un tribunal fait pour le condamner, car il faut rappeler ce miracle d'avoir réussi à établir l'innocence d'Ousmane Sonko face à des juges dont il était exigé qu'ils le condamnent. Cet homme innocenté, qui voit sa parole portée par deux confrères, dont mon éminent Clédor Cirelli, respecté dans toute l'Afrique de l'Ouest, se retrouve devant une instance internationale où l'on entend cet homme prononcer ces mots. Je veux que tous les Sénégalais le sachent, pour qu'ils sachent à quel niveau d'indignité nos ennemis sont arrivés, pour qu'ils sachent à quel niveau d'indignité ces institutions supposément internationales, censées servir la souveraineté des peuples ouest-africains, sont arrivées pour nuire à un homme et un peuple et légitimer leur démarche que rien ne pouvait légitimer. C'est face à ce monstre, aujourd'hui, que vous vous battez et que vous aurez à vous battre. C'est face à ce monstre, aujourd'hui, qu'Ousmane Sonko et son gouvernement ont à se battre. Et il faut que vous soyez très attentifs à ce que la capacité que vous avez eue à subvertir l'humiliation que l'on a tenté de vous infliger. Cette humiliation qui est le principal instrument politique des dominants. Cette humiliation qui est la pire trace que la colonisation ait laissée. Bien plus grave encore que les coups de fouet, que les exécutions, que les violences physiques. La tentative de rabaisser, de mettre à bas, cette tentative que l'on a cherché à nous affliger à tous pendant cette procédure et pendant ces années. Encore aujourd'hui, dans des commentaires dans la presse inacceptables au sujet de cette conférence. Cette humiliation, c'est l'arme que nous n'aurons jamais à utiliser, qui nous différenciera toujours de toujours, et contre laquelle nous aurons toujours à lutter. Et le politique, le sens du politique, consiste à renverser l'humiliation en la collectivisant. Parce que l'humiliation est un acte individuel. On essaye de vous isoler, de poser sur vous un stigmate, de rompre le lien qui vous unit aux autres opprimés. Et ce faisant, vous désactivez et vous effondrez politiquement. Et la fonction du politique et la noblesse du politique, c'est de réunir ces opprimés. C'est de réunir ces personnes que l'on a cherché à écraser, et c'est de les mettre devant la scène, après la victoire, pour leur dire « nous serons là pour vous protéger ». Nous avons tous, ici, à l'exception de mes deux confrères, été détenus. C'est symboliquement très important que nous soyons aujourd'hui devant vous et devant ces caméras pour pouvoir vous dire non seulement que nous avons vaincu, mais que nous serons là pour vous, et quoi qu'il arrive, du côté des oubliés de l'histoire, pour les protéger contre tout excès que quiconque
chercherai à sur lui appliquer. Je voudrais vous remercier d'être là en conséquence, parce que votre présence nous permet de collectiviser ce sentiment, de nous rendre compte que nos efforts n'ont pas été vains, et de continuer à servir avec cette force qui nous a menés jusqu'à vous, et qui continuera à nous mener là où on nous demandera de l'aide, là où des humiliés réclameront qu'un regard les rétablisse dans leur dignité et leur rende cette souveraineté qu'on leur aura volée. Merci beaucoup.